On m'a invité il y a 18 mois à faire un travail dans cette salle qui est très très grande et intimidante pour cela. J'ai pris Mémoire de Debord, qui est une œuvre qu'il a écrite par coupage dans des textes. C'est des textes qui sont pris dans des revues, dans des absolument de littérature et souvent le détournement. Le détournement a été très important dans l'international lettriste puis situationniste. Quand il a fait cela, il l'a composé sur sa page d'une façon esthétique. Et puis, il était bien avec Askerjorn, qui est un très bon peintre. Plutôt, il n'a pas été un peintre gestuel vraiment, mais quand même de la spontanéité. Et il lui a demandé d'animer son texte. Askerjorn l'a fait d'une façon économique, une couleur par page, etc. Donc j'ai repris ce livre que j'avais chez moi et j'ai regardé et je me suis dit que si je prenais un quart de la feuille, 25% de la feuille, je pourrais faire quelque chose qui est bien agrandi et les caractères typographiques, je les ferai toujours dans mon écriture avec mon alphabet sociopolitique. Que j'ai commencé à établir un alphabet sociopolitique en 1969. Février 69. L'idée est venue d'un graffiti sur le mur. Donc ça ressemblait, les affiches lacérées par lesquelles j'étais connu à cette époque-là viennent du mur. Mais la différence, c'est que je n'ai pas pris sur le mur. Je m'inspirais de ce qu'il y avait sur le mur. Je savais, parce que les gens, à l'heure actuelle, il y a la photographie. Tout le monde photographie les graffitis. Je n'allais pas arracher le mur. Ça n'avait pas d'intérêt. Donc, j'ai eu l'idée de faire un alphabet sociopolitique. Donc, l'alphabet sociopolitique s'enrichit avec des signes religieux, de la mythologie, par exemple la croix gammée qui a 6000 ans d'âge et qui a été détournée abusivement par le nazisme pendant à peine 15 ans, faisant oublier tout ce qu'il y a de mythique dans ce signe-là. Alors, au centre de la pièce, ma première œuvre dans un musée date de 1947. Et cette première œuvre, c'est quelque chose qui venait d'une méditation. À cette époque, c'était juste après la guerre, elle date de 1947, dans le commerce, on disait qu'il fallait réduire les prix. Et pour réduire les prix, le mieux, c'était d'abolir les multiples intermédiaires entre le producteur et l'acheteur. Vous voyez, on en parle toujours de cette histoire-là. Donc, je me disais en art, comment faire mieux que Picasso, que Matisse, et c'est par le comportement que j'ai fait quelque chose d'autre. Mais à cette époque-là, maintenant je l'explique, mais à cette époque-là, le mot comportement dans l'art, ça n'existait pas, mais c'était diffus dans mon esprit. Le premier objet réussi dans ce style-là, c'est un fil de fer que j'ai ramassé sur la chaussée des Corsaires au bord du port de Saint-Malo, dont les écluses avaient été dynamitées, et ce fil de fer aurait dû rentrer dans un blocos du mur de l'Atlantique. Et je le manipulais, et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça, c'est pas une sculpture, mais c'est un dessin dans l'espace. Et j'ai vu que c'était une œuvre d'art. Alors, pour l'enrichir, j'ai eu la chance de trouver un fil de fer un peu plus fort, un peu plus trapu. Je les mettais l'un à côté de l'autre
et je faisais vraiment une œuvre complète. Je l'avais montré à Raymond Hinze, que je connaissais depuis 2 ans, et il a tout de suite admis ce que je faisais, il a admiré cette sculpture, et c'est notre fétiche de départ. J'ai fait faire un socle en verre, j'ai dessiné sur les verres des graffitis, des écritures inconnues, des écritures inventées, des graphismes arabes, chinois, et tout ce qui peut être dans la fantasmagorie de la mythologie, c'est-à-dire de la cryptographie. En général, mes confrères qui se sont occupés d'affiches lacérées, qui en ont exposé, ont considéré ça comme un coup dans la peinture, mais un coup sans lendemain. Je pense que j'ai été le seul à avoir une culture de l'affiche. J'ai compris que les affichistes composaient leur toile, changeaient le style parce qu'ils regardaient ce que faisaient les peintres. Donc l'affichiste était quelqu'un qui conversait avec la peinture. Donc j'ai compris que quand je prendrais des affiches, je prendrais quelque chose qui changerait tout le temps. Quand j'avais fini une série que je me disais, je peux me reposer, ils vont trouver d'autres couleurs, d'autres signes, d'autres images, etc. Et je n'aurai qu'à ramasser. Mon premier article s'appelle des réalités collectives, c'est-à-dire que dès le départ, je n'ai jamais voulu faire une œuvre d'art de ma propre sensibilité, mais de la sensibilité de la collectivité. Avec les affiches lacérées, j'arrivais à l'histoire d'aujourd'hui, et j'ai cherché quelque chose qui ne soit pas simplement pour les intellectuels, qui pouvait intéresser celui qui ne connaissait pas l'art. La première affiche lacérée que ce musée a achetée, c'est une affiche prise avenue de la Motte-Péquet dans le 15e arrondissement en 1961. C'est une affiche plutôt méditative. Il y a des fragments de lettres, c'est des fragments de choses. La réalité n'y est pas, c'est un jeu de tâches. Tandis qu'à cette époque-là, c'était des palissades assez longues, et entre chaque affiche qui mesurait 4 mètres de long sur 3 mètres de hauteur, les colleurs d'affiches mettaient des bandes de 50 cm monochromes, de bandes monochromes, pour bien séparer. Donc entre chaque affiche, il y avait 2 bandes monochromes, une bleue par exemple et une bande blanche. Donc j'économisais le support, bien entendu, qui ne coûtait rien, juste un geste pour prendre, et j'économisais même l'angoisse créatrice, parce que je savais que tout le monde allait travailler pour moi. Les typographes chercheraient de nouvelles typographies, les chromistes changeraient les couleurs.